Pourquoi un jeune devrait lire votre livre au lieu de scroller sur TikTok? Oui, moi je suis toujours sur TikTok, je ne lis pas de livres, j'en prie. Que les gens écrivent, qu'ils continuent. Quel est votre âge mental? Alors mon âge mental, il ne faut pas faire comme Lacan qui avait dit 5 ans, je ne sais pas du tout, mais mon âge mental, c'est 70 ans et ça n'est pas drôle, Frédéric, et ça n'est pas drôle. Régis Geoffrey, donc bonsoir. Vous avez publié Papa en 2020 et Maman en 2025. Les gens vont croire que vous faites, comme beaucoup d'autres, dont moi, écrire sur ses parents. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur les parents? Est-ce que vous avez une théorie là-dessus? Non, je pense qu'il y en a toujours eu. Enfin, ce qui me concerne, moi j'ai 2 parents, donc il y a eu mon père, mais j'avais quand même plus de 60 ans quand je l'ai écrit, j'avais 64 ans je crois. Et là c'est ma mère, donc j'ai 70 ans, et donc on va espérer que je vive pas trop vieux, parce qu'après je sais pas qui je vais trouver, les grands-parents. Mais ça va ça va à l'encontre de mes idées d'écrire sur ses parents. Je sais. J'ai jamais voulu écrire sur moi, Jamais. sur mes parents, Mais oui. sur personne. Et là j'ai été presque obligé de le faire, et puis j'ai compris pourquoi je voulais pas aussi. Oui, oui. Alors votre œuvre, Régis Geoffrey, est immense, tentaculaire, vaste, ambitieuse. J'avais parlé de vous dans mon dictionnaire des écrivains vivants. Je vais prendre la notice qui vous concerne. Pardon, c'était pas prévu, donc évidemment c'est mal fait. C'est pas ce que vous avez écrit de mieux sur moi. Ah, c'est vrai, vous avez pas aimé? Non, Ah bon? c'est intéressant, mais je trouve que vous avez écrit beaucoup mieux. Oui, j'ai Vous écrit avez beaucoup. C'est un genre littéraire pour vous presque, parce que vous avez Écrire écrit sur Régis Geoffrey? énormément sur moi. C'est vrai, j'ai beaucoup écrit d'articles sur vous parce que je suis un fan de Oh, votre œuvre. je suis pas très correct de dire ça. Non, mais pas du tout, mais vous avez... Je retire tout. Pas du vous tout. couperez le montage. Donc j'évoquais donc les 3 tomes des 500 microfictions en 2007, 2018 et 2022. Vous préparez d'ailleurs un 4e tome, je l'ai appris dans Il est Maman. écrit. Voilà, avec 500 microfictions de plus, ce qui nous porte à un total de 2000. Et vos grands romans des débuts sont Clémence Picot en 1999 et Univers, qui avait obtenu le prix Décembre en 2003. C'était des tentatives d'épuisement de l'imaginaire, en fait. Clémence Picot, elle essaye de faire cuire un gigot d'agneau et elle imagine tout ce qui pourrait lui arriver. Et qu'est-ce qui vous a conduit à cette exploration du conditionnel dans vos débuts? Je crois que c'était un peu l'état naturel, parce que j'essayais En fait, quand on écrit, moi quand j'ai commencé à écrire, je savais pas trop quoi écrire. Alors j'avais un imaginaire terrible, important, mais justement un peu trop. J'aurais voulu écrire sur quelque chose qui a un rapport avec le réel. Parce que mon premier livre, c'était sur l'histoire d'une vieille dame qui se réincarnait. Oui. Mais c'était extravagant. J'ai toujours essayé d'être dans la réalité. Et finalement, le conditionnel, ça me permettait de raconter le réel en racontant justement de façon imaginaire. Ce qui aurait pu arriver. Voilà, parce que raconter la réalité, je me suis toujours dit qu'on l'a recopié, ce qui est faux, parce que j'ai essayé comme si c'était un peintre, mais justement un peintre qui recopie les réalités, c'est l'hyperréalisme, c'est toute la difficulté de la chose. Et je crois qu'au départ, enfin j'ai surtout eu, quand j'étais gosse, je photographiais. Et j'avais je savais pas quoi photographier. J'aimais photographier, j'aimais développer, bon, c'est un truc que plus personne ne connaît, mais l'image qui apparaît dans le laboratoire, etc. Et il y a une magie, il y a une magie. Mais il y a une même magie quand vous écrivez. Parce que souvent, c'est le même phénomène, quand on écrit, le même phénomène. C'est ça, il y a un révélateur. Voilà. Et quand vous écrivez, souvent, on vous suit, on suit votre pensée, on se dit, tiens, il est en train de bifurquer, d'improviser, et vous n'écrivez pas la phrase qui était prévue. Vous adorez ça. Finalement, vous commencez une phrase sans savoir où elle va. Mais je sais jamais où je vais. En même temps, j'essaie d'avoir une grande rigueur. Alors, ce qui se passait avant, c'est que j'écrivais assez vite, dans une sorte de fièvre. Mais je réécrivais le livre pendant au moins 1 an à chaque fois. C'était assez terrible. Je ne sais pas comment... Il y avait ces 2 mouvements. Vous avez beaucoup de scrupules à écrire sur votre mère, qui est morte il y a peu de temps, qui à l'âge de 106 ans, qui vous a eu très tard, à 41 ans. Vous étiez fils unique, et vous dites d'ailleurs, j'étais fils unique, donc c'est normal que j'ai une mère unique. Et c'est un très très beau livre, mais en même temps, vous avez énormément de prévention avec l'autobiographie. Vous avez d'ailleurs refusé d'écrire des textes autobiographiques presque toute votre vie.
Oui, j'étais contre l'autobiographie. En même temps, il y avait une raison, c'était que je voulais pas parler de mon père. Alors à partir du moment où j'en ai parlé dans Papa, c'est-à-dire le fait qu'il soit sourd, qu'il soit handicapé dans un milieu bourgeois qui avait rien de terrible, mais bourgeois. D'ailleurs, ça aurait été un autre milieu, pas bourgeois. Je pense que ça aurait été la même chose. Mais enfin, il se trouve, c'est toujours handicapant pour un fils handicapé, j'allais dire. Voilà. Donc j'avais même adulte je dirais pas cette pudeur, cette honte carrément, on va dire ça. Oui, mais le livre parlait aussi surtout de son arrestation par la Gestapo. Oui. C'est à cause de ça que je l'ai écrit. Oui, et vous avez découvert à la télévision des images de votre père arrêté, menotté dans le dos et emmené dans une fourgonnette par la Gestapo. Et vous vous êtes demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire, personne m'en avait parlé. Pensez-vous qu'il est devenu sourd à cause de la torture ? C'est-à-dire qu'on m'a dit que souvent les gens devenaient sourds parce qu'on les frappait, oui. On faisait éclater les tympans. Ça, j'en sais rien du tout. Mais après, moi, les images, je les certifie parce qu'elles existent. Ce ne sont pas des reconstitutions parce que je ne vais pas me lancer dans les détails. Mais après, tout le reste, je l'ignore parce que quand même, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire par personne. Personne, et même ma cousine qui avait 7 ans et ça s'est passé devant elle, devant son appartement, j'allais dire, on n'en a jamais entendu parler. Donc on sait que c'est vrai, mais ça va si loin que si mon père était là, je me demande s'il me dirait s'il sait ce que c'est. C'est-à-dire que la seule chose, c'est que la réalité me maltraite au point que c'est sûr que c'est vrai. Mais c'est tout ce que je peux en tirer. Et le reste, c'est pure, sinon fiction, du moins conjecture. Alors, je vais vous faire lire la page 9 pour donner une idée de ce que c'est que l'écriture très radicale, très personnelle, très originale de Régis Geoffrey. On enterre de plus en plus tard. Certains corps patientent jusqu'à 14 jours avant d'être inhumés et l'écologie trinque. Toute cette énergie dépensée pour réfrigérer le corps d'un être qui en a déjà dilapidé une quantité extravagante de son vivant. Et la cryogénisation, plus énergivore encore que l'existence. Ces sinistres hurluberlus craignent leur effacement de la liste des vivants jusqu'à se faire surgeler comme des hamburgers. Ils finiront par ressusciter 200 ans plus tard à l'occasion d'une panne de secteur consécutive à la destruction d'une centrale électrique par un ouragan. Ils sortiront de leur boîte gueule ouverte, mouillés comme des rats, grelottants, et y jetteront un regard terrifié sur un siècle hostile, démoli, aux habitants bouillants de haine. C'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui est très drôle, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est pas la portée. Mais c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent, à un moment, pensent qu'ils peuvent tout acheter, que c'est scandaleux de mourir, donc ils peuvent acheter la mort. Mais ils se rendent pas compte que dès que vous mourrez déjà, tout s'effondre. Regardez Louis XIV, il avait dit nous pouvons tout tant que nous sommes, mais après c'est la catastrophe. Et donc les enfants ne voudront plus payer, parce que les enfants qui aiment bien le père, ils vont le faire, les petits-enfants. Mais les arrière-petits-enfants, quand on va leur demander une fortune pour aller congeler un papy inconnu et bloquer sa fortune, parce que ces gens-là, ils veulent bien revenir, mais pas comme des clochards. Donc, il y a toute une fortune bloquée. Tiens, je ne lui ai pas parlé, mais ça me vient à l'esprit. Donc, en fait, ils vont finir, mais comme des hamburgers, un jour de panne d'électricité. Oui, c'est intéressant, parce que je vous fais lire cet extrait. Pourquoi ? Pour montrer votre style. Vous laissez entraîner par votre élan. Et on le voit aussi dans votre manière de parler. Vos phrases démarrent à peu près dans la normalité pour basculer soit dans l'absurde, soit dans la violence, soit le comique ou le surréalisme. Souvent, c'est ça qui vous intéresse, c'est d'aller dans des zones imprévisibles, quoi. Me trompais-je ? Non, je sais pas, c'est l'écriture qui m'entraîne. Mais je pense mais je pense que l'écriture entraîne l'écrivain, comme la peinture. Je pense que finalement, c'est un peu l'ivresse de l'art, l'ivresse des couleurs, l'ivresse, même pas des mots au sens. Non, c'est plutôt que la langue, c'est la réflexion, moi je crois beaucoup. Si vous voulez, on raconte des histoires. C'est très difficile de parler des livres parce qu'on raconte l'histoire qu'il y a dans le livre. Oui. Et en fait, si l'écrivain a réussi son affaire, s'il a réussi son coup, on n'arrive pas à dire ce qu'il y a dans un livre parce que c'est tout autre chose. Parce que c'est une histoire d'art. L'art, c'est compliqué. Bien sûr. On va passer au jeu de devine tes citations. Alors là, je vous lis des phrases de vous, tirées de tous vos livres. Et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. Et il y en a 30, alors bonne chance. C'est un test de mémoire. Ouais. Flaubert s'en fout bien de ton livre.
C'est dans le dernier. Maman. Oui, c'est dans Maman, 2025. Elle a vraiment dit ça? Est-ce que c'était à propos du dictionnaire amoureux sur Flaubert que vous avez... Non, d'ailleurs, je pense qu'elle n'aurait pas pu le dire. Elle n'aurait pas pu le dire parce que ça l'aurait bien embêté que Flaubert se foute de mon livre. Elle aurait voulu vraiment qu'il s'en importe beaucoup. Une autre phrase. Les femmes sont grosses de l'avenir du monde. Les femmes, c'est dans le ventre de... Dans le ventre de Clara, bravo, 2024. Putain, vous êtes bon, hein? C'était le livre sur la mère d'Adolf Hitler. Parce qu'avant d'écrire sur votre mère, c'est assez freudien, hein? Vous avez écrit sur la mère d'Hitler. Voilà. Est-ce que vous vouliez écrire 2 livres sur des mères de suite, ou c'est un hasard? Je jure que c'est un hasard. Maintenant, la mère d'Hitler à l'état de mère était une mère. Elle n'était pas différente de ma mère. Oui. L'enfant, oui. Oui. Toutes les familles sont des asiles de fous. Asile de fous. Oui. Prix Femina 2005, il y a 20 ans. Pourquoi dites-vous ça, que toutes les familles sont des asiles de fous? Parce que c'est la vérité quand on en parle aux autres. C'est-à-dire que les autres, quand ils nous parlent des familles, il y a toujours, ou alors on donne un nom à un oncle, etc. Voilà, par exemple, pour parler de moi, oui. Voilà, mon fils se fait appeler oncle chat par ma petite fille. Oui, ça va être, on va dire... Ça fait un peu asile de fou. Oui. Une autre phrase, alors là c'est très intéressant, je cache, parce que elle est prémonitoire, cette phrase. Maman me reprochait parfois d'être fille unique. C'est Clémence Picot. Dans Clémence Picot, 99. Vous voyez, 99, il y a 26 ans, déjà, c'est une fille unique, comme vous êtes fils unique. Et je sais pas, j'ai eu l'impression que déjà, il y a 26 ans, vous aviez tenté d'écrire une autobiographie malgré vous et sans le savoir. Non, je savais qu'il y avait beaucoup d'éléments autobiographiques dans cette histoire, mais pas forcément de mon histoire à moi. Mais d'une biographie... Autobiographie de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, oui, remarquez, c'est une autobiographie, oui. Vous avez raison. Si vous arrivez à suivre, bonne chance. C'est normal, parce que c'est Régis Geoffrey. Mais l'autobiographie de quelqu'un d'autre, c'est pas mal. Mais c'est très bien, oui. C'est très très bien. Ouais. Mais vous êtes très intéressant quand vous parlez de votre mère. Simplement, je lis votre phrase, c'est dans le livre. Un des buts de ma vie d'écrivain fut de ne pas parler de maman. Et vous avez échoué à ne pas parler de votre mère. J'ai échoué, peut-être pas complètement, parce que j'ai encore pas complètement parlé d'elle. Il y a des choses que je me suis beaucoup censuré. C'est un livre sur ma mère beaucoup censuré, qui est très censuré, qui était très compliqué à écrire pour arriver à la sauver. C'est-à-dire que moi, mon but, ça a été de la sauver, pas pour elle, mais pour moi. Parce que quand vous vous apercevez que votre mère s'en va, pas au sens où elle meurt, parce que ça c'est la nature, surtout quand elle a 106 ans, c'est un peu naturel, on va dire, mais que votre mère vous a trahi. Oui, alors vous découvrez pas mal de choses à titre posthume, et en regardant ses affaires. Voilà, je découvre une trahison. Et si vous voulez, quand vous découvrez que votre mère vous a trahi, vous dites que finalement, à chaque instant que j'avais cette mère auprès de moi, c'était un personnage malveillant. Est-ce qu'elle ment? Elle aimait bien mentir, hein, elle aimait bien mentir tout le temps. Oui, mais il y a le mensonge, et puis on va rester. On a dit qu'on restait dans le mystère. Il ne faut pas donner parce que c'est pas au début du livre, c'est vraiment à la fin du livre qu'on découvre qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Voilà, je joue le jeu du suspense que je fais rarement, mais là ça m'a beaucoup amusé parce que c'est des séries. Oui. Je dors jamais, donc je regarde des séries. C'est bien, je ne dors jamais. Claire Cassillon avait écrit un livre qui s'appelait Ma mère ne meurt jamais. Oui. Et moi, je ne dors jamais. Enfin, bon, voilà, on peut dire quand même, parmi les nombreux mensonges, il y en a un, c'est elle vous annonce qu'elle a rencontré votre père en 42 et non pas en 52. Ça fait quand même une grande différence de 10 ans. Donc elle l'a rencontré avant l'arrestation par la Gestapo. Tout ce qui est la guerre reste dans la possibilité de la fiction. Parce que j'ai tellement peu de renseignements sur la guerre. Oui. J'ai tellement été obligé de la faire apparaître avec, si vous voulez, c'est un peu comme si j'avais, vous savez, au cinéma, on a une phrase, ça s'appelle le pitch. Oui, voilà. Oui. Ben moi, pour la guerre, j'ai le pitch. J'ai une phrase et cette phrase, c'est un père arrêté par la Gestapo. Voilà, par la Gestapo. À partir de là, je suis obligé d'être aussi dans l'imaginaire. Ben oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça soit tombé sur vous, qui êtes l'écrivain de l'imagination. C'est encore tombé sur moi. Ça tombe sur vous, et du coup, alors vous êtes obligé de vous dire, bon, si on l'a arrêté, c'est qu'il était résistant, donc il a été torturé, mais pourquoi est-ce qu'il a été relâché? Il a été relâché parce que peut-être il a payé, ou parce que quelqu'un a payé. C'était assez fréquent, paraît-il, m'a-t-on dit. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que moi, quand j'ai écrit sur Papa, je voulais faire comme tout le monde. Quand on découvre quelque chose, on fait une enquête.
enquête, et on remonte. Et moi, je me suis arrêté là parce qu'à partir du moment où il n'a pas apparemment été donné à la police française, les archives de la Gestapo ont été détruites. Et puis surtout, c'était des voyous à Marseille. C'était 200 petits macros qui étaient salauds les fameuses journées de Sodome. Donc c'est un mystère total. Ça, c'est la partie mystérieuse qui m'importe peu, j'allais dire, parce que finalement la guerre, moi je n'étais pas né. La partie qui me touche et qui me pulvérise, j'allais dire, c'est la partie sur laquelle j'ai ce renseignement, donc je ne donnerai pas, qui fait que ma mère m'a menti depuis le début et m'a quelque part fermé les portes de l'amour. C'est pas mal ça. Ma mère m'a fermé. Non, parce que vous dites qu'elle vous aimait et que vous l'aimez aussi, mais en revanche, l'amour des autres. En revanche, vous avez grandi sur un malentendu. Exactement, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça fait de vous le romancier que vous êtes. Peut-être qu'elle a volontairement menti pour faire de vous un artiste. Allez savoir. Je peux vous faire un aveu ? Ouais. Je m'en serais passé. C'est vrai ? Vous n'êtes pas heureux comme écrivain ? C'est pas ça, mais je veux dire, je pense pas du tout que les malheureux fassent des artistes. Je pense que, je vais vous dire quelque chose qui va me pulvériser à nouveau, je pense que c'est le talent. Je vais vous dire pourquoi, parce que, par exemple, moi j'aime bien dessiner, mais je suis vraiment pas doué du tout. Donc je ne serai jamais dessinateur parce qu'on ne va pas travailler quelque chose pour lequel on n'aura pas de résultat. Chanter, j'aimais bien chanter, j'ai enregistré dans le studio où on a enregistré The Wall, Miraval, mais j'étais pas au niveau à l'époque. Et donc j'ai œuvré dans le domaine où j'avais un petit don, c'est-à-dire l'écriture. Et je ne crois pas que c'est d'être malheureux qui fait les écrits. Mais j'ai pas dit malheureux, j'ai dit de vivre dans un mensonge, d'avoir entendu des mensonges. Je ne savais pas. Oui, vous ne saviez pas. Je l'ai su à 65 ans. Oui, c'est vrai. À 66, pardon. Je ne savais pas. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai vécu dans le mensonge en croyant que c'était la vérité. Mais le livre est quand même constamment ambigu et c'est ça qu'on aime chez vous. Par exemple, vous dites « Il faudrait que je l'aime ». C'est une très belle phrase, écrite le lendemain de sa mort. Votre mère meurt et vous dites « Il faudrait que je l'aime ». C'est souvent d'ailleurs ce qu'on ressent, de ne pas être assez triste. Mais là, vous ne saviez pas encore qu'elle vous avait trahi. Et pourtant, vous n'arrivez pas à être triste. Si, il y avait quelques fissures qui s'étaient produites, mais si vous voulez, si j'avais pas eu ce document et puis les choses que j'ai pu découvrir à côté, vous êtes simplement dans la culpabilité. Vous dites, je suis pas assez aimant comme enfant. Beaucoup d'enfants doivent le ressentir. Et puis surtout, il y a le fait d'être enfant unique parce que vous êtes le seul à aimer. Vous êtes le seul à être aimé, mais le seul qui peut renvoyer Ça fait une grosse pression. Oui, ça fait une grosse pression parce que quand il y en a deux, déjà, la pression est moins forte. Et puis, vous êtes deux, c'est une association entre un frère ou une sœur et un frère. On peut parler des parents. On connaît la même personne. La personne ne connaît la personne en tant que parent. Donc, on est assez seul. Et vous dites que votre enfance était heureuse quand même, hein ? Mais c'est une pétition de principe, Frédéric. Non, parce que vous pourriez dire j'avais une mère toxique qui était folle et qui était nuisible. Certainement pas. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas grave de dire ça. Si, c'est très grave. Parce que je supporte plus les enfants malheureux. Non. Quand on voit les enfants exploser, je parlais d'explosion, c'est le mot du jour. Quand on voit les enfants, même en France, qui ne sont nourris qu'une fois par jour par la cantine, je pense qu'il y en a absolument assez. C'est le syndrome Vipère au point, qui est un scandale total. Parce que ce Hervé Bazin qui a exploité sa mère jusqu'à la fin, il y a même une photo dans Paris Match où il est devant le lit de mort de sa mère, ce qui est quand même d'un bon goût extraordinaire, n'a pas eu une enfance si malheureuse que ça. Il a eu une enfance qui était très quelconque à l'époque. C'est une enfance de bourgeoisie paysanne de province, je ne sais pas comment dire. C'est pas du tout une enfance en fait, c'est ça, extraordinairement mauvaise. On dit qu'il n'était pas aimé par sa mère. Bon, déjà il y avait une fratrie, déjà il y avait tout un ensemble. C'est scandaleux. Vous savez ce que disait Marcello Mastroianni ? Marcello Mastroianni, on lui prête cette... Mais il paraît que c'est dans Intervista, donc c'est vrai qu'il l'a dit. Il a dit, un acteur qui travaille n'a pas le droit de se plaindre. C'est-à-dire qu'un acteur qui vit de son travail, un écrivain qui vit de son écriture ferme sa gueule. Il est heureux, il a eu une vie heureuse, il a eu une enfance heureuse, et il a sauvé tout le monde, sa mère y compris. Ma mère m'aurait battu, je la sauverais quand même. Elle m'aurait crevé un œil, je la sauverais quand même. Je suis là pour ça. On est là pour sauver les gens. On a le privilège d'être rémunéré, pas extraordinairement, mais avoir vraiment de quoi
de pouvoir vivre de ce qu'on dit, c'est-à-dire que ces paroles aient une valeur et qu'on vous dise, c'est votre travail, c'est votre métier. On est là pour quand même, si vous voulez, il faut savoir se tenir un peu. Non, moi, je comprends ça. L'idée qui me vient, moi. Oui, non, mais je comprends. C'est vrai qu'il y en a trop de livres larmoyants et misérabilistes, et vous voulez échapper à ça. Je comprends. Mais en même temps, vous dites aussi des choses qui sont, c'est vrai, c'est un peu comme un anti-livre de ma mère d'Albert Cohen, où il était très, voilà, ça n'était qu'une déclaration d'amour. Là, c'est plus cruel, plus lucide, plus sincère, je sais pas, compliqué, quoi. C'est infiniment complexe. Oui. On passe au questionnaire de Bec BD, puisque j'essaie de rivaliser avec Proust et de faire des questions que j'ai inventées. Et vous répondez rapidement. Pourquoi un jeune devrait lire votre livre au lieu de scroller sur TikTok? Oui, moi je suis toujours sur TikTok, je lis pas de livres des gens que les gens écrivent. Qui continuent. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Je sais parler de ma mère. Parce que quand c'est quelque chose d'extrêmement sensible, il ne peut pas savoir encore ce que je vais dire. Mais c'est à peu près, sur ChatGPT, il y aurait beaucoup à dire. ChatGPT n'a pas de mère. N'a pas de mère. À part Sam Altman. Non, disons que, voilà, la seule chose que j'ai, moi, ChatGPT me gêne pas du tout, l'IA me gêne pas du tout. Non, c'est que ce que j'ai écrit un X, c'est pas un truc mémorable dans lequel j'ai tout dit, je pense. C'est que ChatGPT ou un autre peut écrire des fictions à ma place. Moi, j'écris juste un petit peu mieux, mais ça va pas durer. Je pense que le 5 fait mieux que moi. Mais je ne vois pas pourquoi j'enverrais un robot faire l'amour à ma place. Et surtout à mon âge, c'est événement quand même à ne pas... Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Non, moi je suis adorable. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être un écrivain? La solitude, la pauvreté ou la folie? La solitude, je ne sais pas si ça me plaît, mais c'est un peu inhérent parce qu'on a au moins l'obligation d'être seul une partie de la journée. C'est d'ailleurs, et c'est très bien d'ailleurs, cette solitude une partie de la journée est très bien, c'est très intéressant de ne pas être seul tout le temps. Est-ce que vous avez déjà écrit en état d'ivresse? Quand j'étais tout petit, j'avais essayé, alors j'étais pas très riche à l'époque, j'avais 17 ans, j'avais acheté une bouteille de champagne pour essayer d'écrire en buvant du champagne pour voir si j'écrivais mieux. Ça avait marché un peu mieux, mais après j'avais déchiré quand même les pages. Fantasmez-vous fantasmez-vous sur J.D. Salinger qui n'a jamais donné d'interview de sa vie? Oui. Ah oui. Oui, beaucoup. Oui, ça, je me dis que. Mais il a pu se le permettre parce qu'il a une gloire immédiate. Voilà. Tandis que nous, moi. On rame, on est des galériens. On aurait dit, on veut pas donner d'interview, on s'aurait peut-être pas demandé. Non. Un roman doit-il réparer le monde? Non. Quel est votre chef-d'œuvre? Mon chef-d'œuvre. Moi, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais c'est le livre. Si vous voulez, le bonheur pour moi, c'est d'écrire microfiction. Oui. Voilà. Ouais. Donc, vous avez inventé un genre, quoi. La nouvelle de 2 pages, avec un petit dialogue au milieu. Je pense pas. Je pense que simplement j'en ai fait beaucoup, donc maintenant on vient vers moi quand on pense à ça. Mais moi, le bonheur, pour moi, voilà, le bonheur, moi, c'est écrire une microfiction, c'est écrire une microfiction par jour. Ouais. Voilà, moi, c'est le bonheur de la vie. Pour moi, c'est ça. Et je regrette de pas l'avoir découvert quand j'avais 17 ans. Mais oui, c'est normal de mettre du temps à trouver sa voix et sa forme. Êtes-vous un ouin-ouin? Vous avez déjà répondu que absolument pas. Les ouin-ouin, si vous voulez, c'est les hommes qui se plaignent. Moi, à chaque fois que j'écris un livre, on me traite de ouin-ouin, parce que je me lamente, parce que je m'autocritique, je m'autoflagelle. Oui, mais toi, tu sais que ça va t'apporter que des ennuis de le faire. On en a un peu, ces discours un peu... On coupe. Non, mais il veut tout le temps couper. Il veut tout le temps couper. Bon, la phrase de vous dont vous êtes le plus fier, tiens. Phrase de moi dont je suis le plus fier. Une que j'ai dite tout à l'heure. Nous sommes des univers passagers dans l'univers. Non, une que j'ai inventée dans l'émission. Non, je sais pas, je suis pas très fier. Je suis pas très fier, au contraire. J'ai même un problème, c'est que quand je vais sortir de ce studio, enfin de la Pérouse, je vais vous appeler en disant tu pourras couper ça. J'ai toujours l'impression d'avoir dit que des choses que j'aurais mieux fait de ne pas dire. La question Fahrenheit 451, si les livres étaient interdits, quel livre seriez-vous prêt à apprendre par cœur pour le sauver? Non, franchement, non. Même pas les Illuminations, même pas... Non, j'apprendrai rien par cœur, non.
Non, je suis fatigué. Trouver des jeunes gens, non, franchement, passer les temps qui me restent à apprendre par cœur un livre, non, merci. Quel est le livre qui vous a sauvé la vie? Le livre, alors sauver la vie, vous savez, c'est pareil, je serais un peu plus modéré, mais non, un livre que j'ai adoré, et c'est 1000 plateaux de Deleuze et Guattari. Un livre dont j'aurais beaucoup de mal à parler parce que justement c'est très difficile à comprendre et je ne l'ai pas complètement compris. Et justement c'est ça ce qui est extrêmement intéressant dans le livre de Guattari et de Deleuze. C'est cette philosophie d'ailleurs où on n'est pas sûr de tout comprendre. Par exemple, le devenir animal est quelque chose qui me fascine et je serais bien incapable de vous expliquer. Voilà. Quel est votre âge mental? Alors, mon âge mental, il ne faut pas faire comme Lacan qui avait dit 5 ans. Je ne sais pas du tout, mais mon âge mental, c'est 70 ans et ça n'est pas drôle, Frédéric. Et ça n'est pas drôle. Merci beaucoup, Régis Geoffrey, d'être venu dans cette émission. J'ordonne à tous les gens qui nous ont écoutés de lire Maman aux éditions Récamier. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Conversation chez la Pérouse. Voilà, merci et respect infini à Régis Geoffrey et à sa folie. Et puis, alors vous allez être très fâchés parce que je vais dire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord, mais je le dis à chaque émission. N'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous allez devenir idiot. Mais je suis d'accord avec vous. Ah bon?